commence. Parfait. Eh bien, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'Hostie d'immigré. L'Hostie d'immigré est à moi et non mon invité. Aujourd'hui, j'ai comme invité une jeune femme que j'ai connue il n'y a pas très longtemps et que, malgré nos différences, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on se ressemble. On travaille beaucoup, on a des horaires très chargés et on touche à tout. Mais je vais laisser à Fabienne Laferrière se présenter et nous dire qui elle est, puis parce que je ne sais pas comment je devrais te présenter, honnêtement. En fait, pour être bien franche avec toi, moi-même, à chaque fois qu'on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, moi-même, j'ai de la misère à me présenter parce que je trouve que je porte plusieurs chapeaux. Donc, pour certaines personnes, je peux être une influenceuse parce que j'ai quand même beaucoup d'abonnés, puis je fais de la publicité pour les compagnies, donc ce qui veut dire qu'on est des influenceurs. Parfois, je peux mettre le chapeau d'être animatrice parce que j'ai animé mon propre show Tabou Moderne, j'ai animé d'autres trucs, j'ai fait de la télé, j'ai animé l'été dans les festivals. Je fais aussi du doublage de voix, fait que je suis voice actor. Fait que c'est ça, je fais du doublage pour des pubs télé, de la radio, des modules, des films, peu importe. Je fais aussi, dernière fois, j'oublie qu'est-ce que je fais. J'ai animatrice, influenceuse, doublage et comédienne. J'ai étudié là-dedans, puis là, ben, j'ai pas eu encore de rôle, mais je m'enligne vers ça. Fait que c'est pas mal ce que je fais. Puis j'ai eu aussi ma collection là, de vêtements, donc entrepreneur aussi. Donc, quel est le titre finalement? Artiste. C'est bon? Au complet. C'est ça. Ah, mais c'est génial. Puis tu sais, ça me touche énormément parce que moi aussi, je fais plein d'affaires, j'ai plein de chapeaux. Puis, je pense un peu notre génération. Aussi. Oui, hein? Notre génération, c'est vraiment, on essaye, si on n'est pas content, ben on change, puis hein, c'est ça, on n'a pas d'attachement comme nos grands-parents dans le temps qui passaient leur vie à un job, qui donnaient vraiment tout leur temps à une entreprise X, puis passaient leur vie là. C'est pas le cas. Mais Fabienne, je sais pas si tu es à l'aise, mais je voudrais savoir un peu tes origines, ta jeunesse. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui, et c'est la femme que je connais? En fait, tout recule au fait que j'ai été adoptée à l'âge de 21 mois par une famille québécoise. Donc moi, j'ai grandi à Trois-Rivières. C'est une petite ville. Là, elle a grossi depuis le temps, mais dans le temps, c'était un petit peu plus petit. Et puis, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être une animatrice, faire de la télé, être dans les médias, puis tout ça. Puis, ça a toujours été mon focus premier. Puis ça, je me rappelle, tu sais, quand j'étais jeune, ma famille me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Puis je disais tout le temps, je vais être connue, je vais être une vedette, tu sais. Mais tu sais, quand tu dis ça aux gens, souvent, ils sont comme, ouais, un plan B, C peut-être, tu sais. Puis c'est normal, là, c'est pas si facile que ça. Mais j'ai toujours gardé ça en tête. Pour ce qui est de ma jeunesse, j'ai pas eu une jeunesse facile. Je pense que le fait justement d'avoir été adoptée, j'étais dans une ville qui, à ce moment-là, avait très peu d'immigrants, comme on peut dire. Je pense qu'il y avait peut-être juste moi puis ma soeur, puis peut-être quelques autres enfants, très, très peu. Donc, j'étais très différente. Puis je pense que sans m'en rendre compte, je pense que c'était plus refoulé peut-être, je m'en rendais peut-être moins compte, mais je me cherchais une certaine identité. Donc, le fait de se chercher une certaine identité, bien, il y a une chance sur deux que ça aille bien ou mal, tout dépendamment. Tu sais, tu veux te faire comprendre, tu veux savoir t'es qui, tu fais un peu n'importe quoi pour essayer de trouver ta voie. Fait que j'ai eu une enfance assez carambolesque. Ben, pas enfance, je dirais qu'enfance, c'était très bien, plus une adolescence, finalement. L'enfance, c'était OK, mais l'adolescence, là, quand je suis arrivée au secondaire, ça s'est corsé pas mal. Je me suis tenue avec les pires personnes qu'il fallait pas. Qu'aujourd'hui, j'ose espérer qu'ils se sont replacés, mais à ce moment-là, c'était pas fort, là. Puis, on consommait beaucoup. Fait que ça, c'était pas l'idéal non plus. Des gars qui étaient en centre jeunesse, qui faisaient de la prison. Tu sais, là, vraiment, là, du monde à problème, quoi. Fait que le fait de se tenir avec ces gens-là, ben tu prends malheureusement des mauvais plis. Donc, à ce moment-là, ben l'école, pour moi, c'était pas trop important. Puis je me disais que ça me servirait donc pas. Puis, tu sais, quand on est jeune, parfois, on réfléchit pas de la bonne façon. Fait que c'est ça. Pendant tout mon secondaire, là, ça n'a pas été très, très facile avec ma mère. C'était très difficile aussi. Je pense que le fait déjà d'être ado avec les parents, souvent, ça accroche. Mais là, d'être un ado à problème qui se tient pas avec du bon monde, tu sais, avec des mauvaises influences, ta mère veut te replacer, toi, tu veux rien écouter, ça fait pas mal de flamèche. Fait que j'ai été en famille d'accueil à 17 ans. Ma mère, elle m'a envoyée en famille d'accueil à 17 ans parce que là, elle dit, je sais plus quoi faire avec. Puis si je veux qu'il se passe de quoi de bon, il faut peut-être falloir que ce soit quelqu'un d'autre qui accorde parce qu'à la maison, ça fonctionne plus. Donc, j'étais allée en famille d'accueil. Puis ça m'a énormément
Je dis pas que c'est ça qui m'a changé à 100% parce que malgré les mauvais choix que je faisais à ma jeunesse, j'étais quand même consciente, il y avait au moins ça qui me restait de conscience, que je savais que je voulais pas finir, tu sais, comme une personne à la rue ou pas de scolarité, pas de... Tu sais, là, je savais que je voulais quand même devenir quelqu'un de bien, puis dans ma tête, je me disais, c'est juste un temps, là, ce que je passe là, mais je sais que je vais m'en sortir. Mais tu sais, les autres, ça, ils savent pas. Parce qu'il y en a souvent qui manquent le bateau malgré tout. Fait que c'est ça, j'étais allée en famille d'accueil, puis j'étais dans une famille d'accueil de 9 filles. Et toutes les filles qui demeuraient avec moi, mes colocs, dans le fond, c'était toutes des filles à problème, mais aussi que leurs parents étaient problème. Fait que ça m'a un peu fait réaliser que finalement, j'étais très chanceuse de venir d'une bonne famille, avec les bonnes valeurs à bonne place, qui m'ont donné une bonne éducation, parce que quand je voyais les autres qui m'entouraient, je me disais, finalement, c'est eux qui sont pas chanceuses de pas avoir la chance que moi j'ai. Tu sais, ce que des fois, je voyais pas jeune, puis je me trouvais donc, mes parents ci, ça, mais finalement, quand tu vois l'autre côté de la médaille, t'es plus reconnaissant finalement de ce que tu as. Fait que ça m'a montré ce côté-là. Puis je suis allée en appartement par la suite. Fait que ma mère, elle m'a pas repris à 18 ans. Fait que j'ai comme fait ma voie. Fait que j'ai pu assez vite finalement me replacer parce que là, rendu à 17 ans, c'est 17 ans et demi, t'es rendu avec un loyer, veux pas, t'as pas le choix de te responsabiliser, tu sais. Fait que ça a comme été un bien pour un mal, la famille d'accueil, parce que ça m'a comme permis de déployer mes ailes plus rapidement. Puis à partir de ça, quand j'étais en appartement, là, ben, je travaillais comme préposée aux bénéficiaires. J'ai fait ça longtemps. Après ça, j'étais allée faire le cours là-dedans, faire mon épicerie. Tu sais, tout ça, c'est con, mais c'est toutes des choses qui fait que, à un moment donné, ben, tu te dis, je suis adulte. Finalement, c'est fini les niaiseries, tu sais. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais, mon histoire jusque-là. Wow, mais écoute, je suis sous le choc, là. Si je m'attendais pas à ça, là, honnêtement. Je sais, à chaque fois, je dis ça au monde, c'est comme, hein? On n'a jamais parlé de ton passé, on n'a jamais vraiment effleuré ça. Puis là, de l'entendre la première fois comme ça, je suis comme, waouh, vraiment, mon chapeau, là, c'est vraiment quel beau succès aujourd'hui, là. Parce que tout ce que tu as souffert, tout ce que tu as vécu, fait en sorte la personne que tu es aujourd'hui. C'est ma grande force. Je pense que dans la vie, quand tu descends très bas, pour X raisons, dans ta vie, peu importe le moment, c'est comme une force pour après ça remonter très haut, puis un coup que t'es allé bien bas, ben on dirait qu'il n'y a plus grand-chose qui te fait peur. Pas qu'on a toujours des craintes, mais tu te dis ça peut pas être pire que ça. Puis j'ai passé au travers, fait que les prochaines affaires qui arriveront, ben j'ai des outils, des connaissances pour essayer de trouver une solution plus rapidement. Fait que tu sais, quand tu te retrouves à 17 ans, seul en logement, à t'arranger, puis tout ça, tu te dis, ouais, je suis prête à affronter ma vie finalement, là. Ben oui. Moi, je l'ai vécu un peu d'une façon différente, là, tu sais. On a dû quitter notre pays, c'était pas volontaire, on fuyait la guerre. Et j'ai toujours traîné ce poids-là. Et la comparaison que tu as faite tantôt avec les autres personnes là, qui avaient peut-être des parents à problème et tout ça, mais moi je le vivais dans le sens que je me disais mon histoire c'est triste, ce que j'ai vécu c'est triste, c'est douloureux, c'est pas facile, blablabla. Et quand j'ai rencontré des jeunes immigrants, à ce moment-là, il y avait 16, 17 ans, puis ils nous parlaient un peu de leur vécu, de leur passé. Et écoute, là, je me suis assis, puis je me suis dit, ouais, je me plains pour rien. Ben, c'est ça, des fois, hein, c'est quand on voit que finalement, on se dit, ben, je suis pas si pire que ça, tu sais, ouais. Puis, est-ce que tu penses que dans toutes ces recherches-là, pas nécessairement des problèmes, mais dans toutes ces recherches-là, c'est un peu, tu recherchais-tu ton identité que tu as laissée dans le passé à avoir été adoptée? Ou? Probablement, je pense qu'aujourd'hui, en vieillissant, quand je prends le temps de réfléchir à tout mon background, je me dis que je pense que oui, déjà à la base, quand t'es ado, tu te cherches, peu importe la nationalité que tu as, peu importe, ça fait partie du passage de la vie d'être adulte par la suite. Donc déjà ça, tu te cherches. Mais là, moi, je me cherchais déjà. En plus, j'avais comme un sentiment de vouloir me faire comprendre. Mais tu sais, quand tu veux te faire comprendre, mais que toi-même, tu te comprends pas, c'est dur que le message se passe. Peut-être qu'à ce moment-là, je m'en rendais peut-être moins compte, mais le fait d'être noir dans une école que de blanc, d'essayer de se trouver dans tout ça, peut peut-être faire en sorte que j'étais comme peut-être plus dans une crise existentielle. Mais à ce moment-là, c'est pas de même que je le voyais, là. C'est plutôt en vieillissant aujourd'hui que je regarde certains gestes que j'ai faits, tout ça, que je me dis, ouais, j'étais vraiment
j'étais pas bien, finalement. Là. As-tu fait des recherches par rapport à ton passé, tes origines et tout ça, ou pas vraiment? Plus jeune, quand j'étais vraiment plus jeune, moi, j'ai une sœur qui est adoptée aussi, mais on vient pas de la même famille. Puis elle avait retrouvé sa famille. Et je me rappelle que jeune, c'est quelque chose qui était venu énormément me chercher parce que je la trouvais donc chanceuse. Moi, je voulais donc savoir c'était qui ma vraie mère, mes vrais parents, ma sœur, tout ça. Mes parents adoptifs ont fait des recherches. Finalement, on n'a jamais trouvé. Puis j'ai comme fait une croix là-dessus parce que je me suis dit, c'est pas vrai que toute ma vie, comme tu as dit tantôt, je vais traîner ce poids-là de... Je voudrais donc... Tu sais, à un moment donné, des fois, il y a des choses dans la vie qui n'arrivent pas pour rien. Puis des fois, on veut des réponses, mais il n'y en a juste pas. Puis il faut l'accepter tout simplement. Fait que j'ai comme fait un deuil de ça, plus jeune, en me disant, mais regarde, si ça arrive, ça arrivera. Puis si ça arrive pas, ça arrivera pas, puis ça va pas me nuire dans ma vie, ça. Fait que j'ai comme décidé ça. Fait que je te dirais qu'aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ça. Je m'attends plus à ça. Je te dis pas que je veux pas que ça arrive, mais je n'attends plus ça, là, cette recherche-là identitaire de qui est ma mère, qui est ma sœur ou qui est là-bas, là. J'ai juste continué ma route, puis je me suis toujours dit, jeune, bien, si un jour je deviens vraiment populaire, mais peut-être que ma mère, elle, saura en fonction de elle me retrouver, tu sais. Mais je n'ai plus envie là, de faire des recherches interminantes là, pour ça. Non. Ouais, mais c'est une belle motivation, là, par exemple. Comment? C'est une belle motivation que tu as en toi de devenir populaire un jour, peut-être, par ces moyens-là. Ça a été une de mes motivations qui l'est encore. Mais je n'attends pas ça. Si un jour, je finis ma vie, je meurs, puis j'ai jamais trouvé ma vraie famille, ça va pas faire en sorte que je vais me dire, il me semble que ma vie, il a manqué de quoi à cause de ça. Non. Puis, si on revient, Trois-Rivières. Ouais. Tu sais, Trois-Rivières, c'est en région, on se le cachera pas. Puis ça, c'est quoi, il y a une vingtaine d'années, peut-être, là? Oui, comme tu dis, il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Est-ce que tu as vécu beaucoup de discrimination, Non, puis c'est ça aussi qui est un peu touché parfois quand je parle avec d'autres personnes qui sont immigrants puis qu'on explique nos histoires. Ça peut avoir l'air un peu prétentieux dit comme ça, mais c'est pas ça du tout. J'ai toujours été... Dès mon jeune âge, je pense qu'avec on se connaît un peu, mon énergie, je suis funnée, tout ça. J'ai toujours été quelqu'un qui attirait les gens, tu sais, qui rendait les gens curieux. J'étais au primaire, tout le monde voulait être mon ami. J'étais dans la gang des plus populaires. Quand j'étais jeune, mes amis trouvaient ça cool d'avoir une amie noire. Tu sais, c'était différent, fait qu'eux, ils étaient fiers, tu sais, de tout ça. Fait que... j'ai pas vécu vraiment de racisme. Je dis pas qu'on m'a jamais dit tu sais, des méchancetés, là. Oui, mais dans ma tête à moi, je vois pas ça comme du racisme nécessairement. Je pense que c'est plus des jeunes enfants qui s'écœurent. Puis je me disais, mes amis aussi se faisaient écœurer, puis ils étaient blanches aussi. Fait que je me suis jamais dit, c'est parce que je suis noire, parce que je le voyais que ça arrivait à tout le monde autour de moi qui était d'une couleur différente que la mienne. Mais de là à dire que j'ai vécu du racisme, non. Au contraire, pour moi, ma couleur de peau m'a toujours ouvert beaucoup de portes parce que j'ai toujours pu me sortir du lot. Puis je me servais de ça encore plus pour comme... Moi, j'aime ça, sortir du lot. J'ai toujours sorti du lot. Puis ça a toujours été gagnant pour moi de sortir du lot. Donc, ma couleur ne m'a jamais nui pour ça. Puis... au secondaire, ben là, j'ai commencé à me tenir avec du monde rough and tough. Fait que moi aussi, je commençais à être rough and tough. Fait que les gens, ils pensaient 2 fois avant de m'écœurer parce que j'avais un sacré caractère. Je refoulais tout et tout. Fait que fais-moi pas chier, là, parce que tu vas le savoir. Fait que les gens, là, ils commençaient, tu sais... il y en avait qui avaient un peu peur de moi. 2, peut-être que là, le côté noir embarquant, en disant c'est une noire. Peut-être qu'elle est encore plus rough, je sais pas. Fait que je pense que les gens avaient comme plus peur de moi, fait que le monde ne m'écœurait pas vraiment, puis quand ça arrivait, il leur faisait pas. J'ai un bon caractère, puis je suis quelqu'un qui se laisse pas marcher sur les pieds, fait que je pense que ça m'a énormément aidé dans ma quête, dans ma vie, pour essayer de, justement, pas trop traîner ça, ces différences-là, puis de faire, tu sais, comme, dès que j'ai mis mon pied à terre tout de suite, fait que le monde a fait « OK ». Puis là, si on passe, où ça a starté? Ta carrière d'influenceuse, où est-ce que ça a starté, ta quête là, d'aller chercher vraiment ce que tu veux devenir dans le futur? Commencé, j'avais 20 ans, j'habitais encore à Trois-Rivières, j'avais un chum à l'époque qui s'appelle Jimmy.
Si jamais il voit ça, ce qui m'étonnerait, mais on sait jamais. Ça, il me le dirait pas, de toute façon, s'il l'aurait vu. Ouais, je sortais avec lui, j'avais 20 ans, puis lui, il avait 10 ans de plus que moi. Fait que ça fait un petit bout, là, que moi, je sors avec du monde plus vieux que moi. Puis, ben, tu sais, à 20 ans, quand tu sors avec un gars de 30, on s'entend que c'est comme... C'est cool, tu sais? Puis ce gars-là, lui, il était producteur de musique. Donc, il était déjà un peu dans le domaine des arts et tout ça. Puis moi, j'étais préposée. Puis, il me poussait tout le temps à me dire, tu sais, t'as un potentiel de plus que d'être une préposée. Et c'est pas de la discrimination, être préposée, c'est quelque chose en mot à dit, là, tu sais. Mais il me disait, semble que moi, je te verrais dans les arts. T'es belle, t'es bonne, tu sais, pas le goût d'aller étudier en communication ou t'as pas le goût de faire de quoi. Puis lui, il faisait beaucoup de musique aussi. Puis il trouvait que j'avais une belle voix. Fait qu'il me disait, t'as pas le goût de faire du double. Tu sais, il était comme, fais d'autres choses. Je vois beaucoup plus pour toi que ça. Mais tu sais, à 20 ans, t'as pas nécessairement la même confiance en toi que j'ai actuellement à 27 ans. Tu sais, fait que j'étais comme... Ouais, mais tout se passe à Montréal. À ce moment-là, j'avais pas de permis, j'habitais loin. Tu sais, j'étais pas trop sûre, mais il m'a vraiment botté les fesses. Puis à un moment donné, ça a commencé. C'est spécial, mais je checkais sur Facebook, j'essayais de me trouver de la job. Mon chum m'a dit ça, tu sais. Fait que j'étais comme OK. Et j'ai vu sur Facebook qu'il y avait un concours de beauté. Là, je montre ça à Jimmy. Je dis, penses-tu que je devrais... Oui. Et j'ai dit, mais concours de beauté, tu sais, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, parce que moi, à chaque fois que je fais de quoi, je sais jamais dans quoi je m'embarque. Ça, c'est en quelle année environ? Là, j'avais peut-être 21 ans, j'ai 27 ans, mettons qu'on dit 2012, 13. Mais le réseau, quand même, était solide déjà. Oui, c'était plus Facebook, Instagram, mettons. Mais oui, c'était à fond. Fait que je me suis inscrite, je me suis dit, OK, je voulais faire plaisir à mon chum, surtout à ce moment-là, c'est plus pour lui faire plaisir, tu sais. Surtout, tu sais, comme je t'ai dit, il était plus vieux que moi, fait que tu veux en mettre un peu plus, tu sais. Fait que je me suis inscrite, puis j'ai été prise. Et c'est en faisant ça, quand j'ai été prise, ben là, ça m'a comme motivée à faire, OK, ben là, il fallait que j'aille à Montréal à toutes les semaines. Là, je me trouvais des covoiturages, nanana, je me louais des petits Airbnb, tout ça. Mais là, je commençais déjà à prendre goût à ça, là. J'étais comme, OK, c'est cool, les caméras. Parce que là, il fallait faire des entrevues, se présenter. Bon, le concours de beauté, en vrai, moi, j'ai pas trippé, mais ce que ça a apporté autour de ça, j'ai aimé ça. Et puis là, quand je me suis fait interviewer pour la première fois au concours de beauté, je me suis dit, OK, mais moi, j'ai le goût d'être celle qui interviewe bien plus que celle qui se fait interviewer. Fait que là, j'ai réalisé que j'avais le goût d'être animatrice. Mais c'est à partir de là que j'ai comme gagné une certaine confiance. Puis là-dessus, il fallait se mettre ses réseaux. Parce que là, les gens, il fallait qu'ils votent pour toi, pour que tu restes dans la course, nana. Fait que là, je commençais à me familiariser tranquillement avec les réseaux sociaux aussi. Puis, ça a commencé comme ça. Là, il y a d'autres compagnies là, qui m'engageaient pour faire des talents d'Afrique, Miss Beauté tropicale, des petites affaires comme ça. Puis je continuais à aller à Montréal. Mais à un moment donné, j'y allais tellement souvent que là, moi, j'avais le goût de commencer à déménager là. Là, j'avais le goût d'habiter là, puis de vivre ça. Mais là, mon chum voulait pas ça. Fait que là, on s'est laissé, tout ça. Et quand je suis arrivée à Montréal en 2018, là, j'avais les ailes ouvertes. Là. J'étais comme, je suis prête. Ça faudra que je fasse qu'est-ce qu'il faut, mais je vais le faire. Puis ça a donné qu'en 2019, j'ai rencontré Denis, mon chum actuel. Puis là, ben, ça a donné que j'étais déjà dans des projets, tout ça. Puis j'y parle de mon idée de tabou moderne. Et il était super intéressé de ça. Puis il me disait, hey, moi, je crois en toi. C'est comme si Denis avait vu le même potentiel que Jimmy avait vu en moi, mais là, il était comme encore plus boosté finalement. Là. Fait qu'il m'a dit, écoute, moi, si tu veux de mon aide, quoi que ce soit, let's go, je crois en toi. Puis, tu sais, des fois, il te suffit d'une personne dans ta vie, là, ou deux, ou, tu sais, bon, j'ai été chanceuse, moi, c'est tout le temps mes chums qui m'ont aidée, mais, tu sais, c'est à partir de là que ma vie a changé réellement, quand j'ai rencontré Denis, parce que j'avais comme trouvé quelqu'un qui était là pour backer dans le sens que, let's go. Je crois en toi, on part. On le fait. Fait que j'ai créé Tabou Moderne. Et c'est à partir de Tabou Moderne que là, tout a réellement explosé pour vrai parce que là, on a mis la gomme. Parce que moi, j'y expliquais, moi, je veux être reconnue dans la vie, mais j'ai pas envie d'être connue en ayant fait occupation double,
l'île de l'amour, ou tu sais, des trucs comme ça, puis que ça t'étiquette ou la fameuse phrase « Ah, mais oui, c'est facile à faire ». Tu sais, je voulais que ça parte de moi-même, de mon idée de quelque chose. Fait que quand j'ai sorti Tabou Moderne, c'est comme si là, j'étais vraiment réellement sortie de l'ombre. Ben, Tabou Moderne, j'ai vu quelques épisodes, là, puis c'est vraiment une production, là, ça coche, là, vraiment, là. Oui, mais moi, je me suis dit, je suis prête, comme je t'ai dit tantôt, je suis prête à mettre ce qu'il faut, mais je veux qu'on... Tu sais, que ça starte. Tu sais, je veux être professionnelle, je veux que le monde le sache. Je veux dire que tu sais, j'ai le talent, je suis bonne, je suis capable, je suis déterminée. Fait que c'est à partir de Tabou Moderne que ça a parti. Puis ça a donné que Tabou Moderne, on l'a sorti. Boum, la pandémie est arrivée, première vague. Fait que là, on était tous un peu sur le nerf, là. Tu sais, qu'on fait quoi? On avait en masse de temps pour regarder un peu n'importe quoi. Fait que je suis juste arrivée dans le bon timing avec Tabou Moderne. Après ça, j'ai fait des culottes, nanana, TikTok. Et depuis, ça n'a jamais arrêté. Mais ça a parti comme ça. Mais les gens, ils pensent que c'est juste Tabou. C'est Tabou qui a fait le gros boom, mais ça faisait déjà 3-4 ans que je faisais mes petites affaires, là, tu sais. Fait qu'il y avait toujours un petit peu de monde qui me connaissait, mais c'était pas encore comme là. Mais Tabou Moderne, est-ce que tu l'as amené à des producteurs, là, tu sais, des chaînes? J'ai présenté Tabou Moderne à quelques productions. Le problème qui arrive au Québec avec les shows comme ça, c'est que Tabou Moderne est un talk show. Et les talk shows au Québec, paraîtrait-il, moi c'est ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises, c'est dur à aller chercher de la pub avec ça, puis tout ça. T'sais. Puis encore plus actuellement, là, avec la pandémie, là, aller chercher de la commandite, aller chercher de la pub, même les gros diffuseurs ont de la difficulté. Fait que pour qu'on finance ton show, il faut que ton nom soit assez gros pour te dire « OK, elle va amener du monde. » t'sais. Mais moi, quand j'ai présenté Tabou Moderne, oui, j'étais connue, mais pas autant que là, actuellement, aujourd'hui. Puis il y a une différence au Québec d'être connue sur le numérique et sur la télévision. C'est deux choses. C'est deux mondes très, très différents qui rarement s'assemblent. Ça peut arriver, mais c'est de la chance, bien sûr. Tu as essayé d'aller dans la télé ordinaire? Je travaille là-dessus. Je t'envoie de... Puis est-ce que tu penses qu'il y a une ouverture? Oui. OK, c'est génial parce que moi, l'impression que j'ai, c'est que l'immigration n'est pas bien représentée, que ce soit dans la police, dans la politique, dans les médias surtout. Tu sais, c'est rare. Je dirais quasiment jamais. J'ai jamais vu un Colombien à la télé qui parle avec un accent comme moi. C'est rare. Si on voit un Colombien comme toi qui parle avec un accent, c'est qu'il va faire peut-être un rôle d'un Colombien avec l'accent. Narco, puis toute ça, l'histoire, là, tu sais. Fait que ça, c'est ça qui est dommage. Puis c'est ça que moi, je parlais avec une personne. Lui, il me parlait, il me disait, écoute, mes enfants, ils n'auront pas d'appartenance au Québec parce qu'ils ne voient pas une personne comme moi à la télé qui parle avec un accent comme moi. Puis ils sont nés ici au Québec, mais ils n'ont pas ce sentiment-là parce qu'on n'en voit pas. Eux, ce qu'ils voient, c'est que d'être blanc, les yeux clairs, ben c'est comme ça que tu vas avoir du succès. Donc, moi, c'est pour ça que je te pose la question, parce que toi, tu travailles là-dedans. Mais est-ce que tu vois qu'il y a une ouverture pour toi ou... Oui. Cependant, il faut quand même être réaliste là, dans le sens que, oui, c'est vrai que c'est peut-être pas aussi facile que celle aux yeux clairs, mais je sais pas comment... Je crois que tranquillement, pas vite, le changement va se faire parce qu'à un moment donné, tu n'auras comme pas le choix. Tu sais, je pense que la pression est là. Je pense que les diffuseurs ont entendu la pression. Les directeurs de casting l'ont entendu aussi. Je crois que ça va changer, mais ça va être long. Mais ça va changer. Mais je crois qu'il y a de l'espoir qu'on voit de plus en plus de personnes de d'autres nationalités dans nos télés québécoises. Mais moi, je pense que c'est à cause des réseaux sociaux. Tu sais, les réseaux sociaux nous ont donné la plateforme pour faire ce qu'on veut et c'est diffusé nous-mêmes. Exactement. Puis les gens, la télé, qui est des diffuseurs, réalisent que les réseaux sociaux prennent énormément d'ampleur et que s'ils veulent pas faire mourir leur télé, il va falloir que ça soit similaire à ce qu'on peut retrouver sur l'Internet, tu sais, pour que ça puisse être pour tout le monde. Alors moi, qui est dans ce domaine-là depuis quand même plusieurs années, qui voit ça, je l'ai vu, le changement. Je te dis pas que c'est un changement drastique, mais le changement est là. Fait que c'est déjà un bon signe, moi, je trouve, parce qu'il y a peut-être 10 ans, il n'y en avait pas de changement. Là. Il n'était même pas commencé. Alors là, il est commencé un peu. Moi, il y a 15 ans, j'avais essayé un peu, puis on m'avait dit « Ouais, t'as un drôle d'accent, trouve ton plan B. »
Puis ça détruit un peu ma vie à ce moment-là, là, tu sais. C'est sûr, quand on se fait dire ça, c'est sûr que ça te remet un peu en question parce que l'accent, ça se perd pas comme ça. Ah non, mais je l'aurai toujours, là. Puis je suis très fier de l'avoir parce que ça fait en sorte d'être qui je suis. Tout à fait. Puis aussi, peut-être, ce qui m'aide, sans prétention encore, c'est le fait que moi, j'en ai pas d'accent. Tu sais, on parle avec moi, puis si j'aurais pas la peau noire, si j'avais pas la peau noire, ben, on saurait pas, là, que je suis noire. Tu comprends? Fait que peut-être ça aussi qui m'aide, qui m'a peut-être aidé. Peut-être, ça se peut. Le fait que j'ai été adoptée par une famille québécoise, fait que j'ai tout le temps baigné dans le québécois à fond. Peut-être que ça aussi, ça aide peut-être aussi. Puis je le pensais même avant que tu le dises, mais c'est triste quand même comme réalité. Oui, parce que c'est comme un privilège, pas privilège, tout dépendamment de comment on le voit. Pas plus loin, moi j'ai un restaurant, tu le sais, on a dû enlever une personne du téléphone qui répondait au téléphone parce qu'elle avait un accent. Parce que les gens disaient, écoute, on a de la misère à parler à quelqu'un avec un accent, blablabla. Puis tu sais, on essaie de donner la chance à des gens de travailler, mais on peut pas parce que tu sais, je peux pas risquer de perdre ma clientèle pour des effets comme ça, tu sais. Fait que moi, c'est vers là que je me dis, à un moment donné, les gens doivent comme passer par-dessus. On est des êtres humains, avec un accent ou pas, mais on est là pour travailler tous ensemble, pour s'en aller dans la même direction. Tout à fait, je suis d'accord. Puis je pense que, tu sais, dans la vie, apporter des changements, c'est long. Même, tu sais, exemple, nous-mêmes qui veut travailler sur sa propre personne, c'est un travail d'une vie, c'est long, tu sais. Fait que de faire changer une société, alors que pour nous-mêmes, c'est difficile, il va falloir que tout le monde mette du sien. Il va falloir être patient, surtout. C'est ça le plus, d'être patient, parce que ça va être long, mais je crois que le changement va se faire. Puis comme tu as dit, les réseaux sociaux sont là pour aider, sont là pour crier haut et fort ce qu'on veut défendre. Oui, parce que dans la vie, il y a du monde qui sort de bien des affaires pour pas grand-chose, mais bon, que voulez-vous? Mais je pense que, tu sais, le changement est là. Je crois que déjà, le fait qu'il y ait des immigrants au Québec, ça l'aide. Là, comme tu dis, l'histoire du téléphone, j'ai déjà une idée en tête que j'imagine là, le Québécois, là, type, là, qui est comme hey, moi, je comprends rien, quelque part, voyons donc, moi, j'appellerai plus ici, tu comprends le Québec, je suis au Québec. Je comprends tout ça. Mais à force qu'ils en entendent plusieurs, ben, à un moment donné, ils vont dire ben écoute, on n'a pas le choix. Tu sais, c'est un peu comme la pandémie, là. Hein? Regarde, ça a changé combien d'affaires, ça? Énormément d'affaires que maintenant, avant, on appelait pour un service, il venait dans les 2 jours. Maintenant, ça prend 2-3 semaines. C'est plate. C'est bien plate, mais maintenant, on s'habitue. Puis là, ben, on commence à le prendre un peu pour acquis que c'est rendu ça. Mais sur le coup, on trouvait ça choquant. Mais ça va être un peu ça, je pense aussi, le changement. C'est une adaptation, mais je pense que la société, on se doit d'être patient. Autant l'immigrant d'être patient qu'on l'accepte, autant la personne qui accepte... Tu sais, c'est comme de toi aussi d'apprendre que... Tu sais, tantôt, justement, j'étais à la pharmacie, puis il y avait une Colombienne, je pense, qui venait d'arriver probablement parce qu'elle disait « Parle pas français. » Elle avait bien de la misère à s'exprimer, mais elle avait besoin de... Et puis, tu sais, la madame, tu voyais qu'elle était patiente avec elle pour lui expliquer, et tu voyais que la Colombienne était patiente envers la personne d'essayer de lui expliquer, parce que c'est pas mieux, tu sais, de pas se faire comprendre, c'est plat. Ça, c'est un message que je transmets souvent aux nouveaux arrivants, surtout avec mes pages, avec mes vidéos, c'est que nous avons une grosse partie du travail à faire. Oui. Nous, on arrive ici, on doit s'adapter à la culture, on doit apprendre la langue, premièrement. Ça, c'est la base. Et après ça, ben, un pas à la fois. C'est ça. Si on revient aux réseaux sociaux, oui. Est-ce que tu vis beaucoup de hate? Toujours. C'est toujours. Comment tu gères ça? Je t'avoue que là, ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Au début, je trouvais ça énormément difficile. Parce que, tu sais, se faire reprocher des choses dans la vie qui sont vraies, c'est une chose. Tu te dis, OK, je vais travailler là-dessus. Tu sais, exemple, tes amis disent, il me semble, je trouve que t'es chialeuse pas mal. C'est plate de se le faire dire, mais tu te dis, ah là, pas tard, ça, c'est quelque chose que je vais travailler. Mais se faire reprocher des choses que t'es pas, par exemple, ça, c'est un petit peu plus difficile. Parce que tu te dis, Caline, c'est blessant. Fait
Au début, je trouvais ça très difficile. J'ai été chanceuse parce que quand ça a commencé, je travaillais avec la production. Fait que j'avais beaucoup de gens derrière moi. Ils géraient mes réseaux, ils répondaient pour moi. Tu sais, fait que j'en voyais peut-être un peu moins. Puis, ben, il m'expliquait aussi que j'étais très, très bien préparée, ce que peut-être d'autres personnes sur les réseaux ne sont pas préparées. Fait que ça m'a vraiment aidée. Puis à un moment donné, ben, ça vient avec les réseaux sociaux, fait que tu t'habitues. Puis à un moment donné, ben, tu te fais aussi une carapace, puis tu t'en laisses passer, puis tu te dis, écoute, ben, si toi, tu veux penser que je suis comme ça, c'est ton problème. Tu sais, au final, tu réalises... Sois heureux dans ta merde. C'est ça, c'est le problème de la personne qui t'envoie... En fait, souvent, ces gens-là, ils te projettent qui ils sont, finalement. Fait que quand tu comprends ça, tu te dis, ben écoute, je vais pas me mettre ce fardeau-là, je vais pas mettre son fardeau à lui sur mes épaules, tu sais. À un moment donné, t'as pas le choix de te détacher puis faire juste comme, c'est beau. Puis, c'est quoi le futur pour Fabienne? Le futur pour Fabienne, je crois que ça va être que je continue des projets. Ça m'alimente, ça m'allume. C'est ce que j'aime, faire des projets, que ça marche ou pas, j'aime ça. J'aimerais ça être à la télé comme comédienne. C'est sûr que ça, j'aimerais ça. Je travaille là-dessus. J'aimerais ça... En fait, j'aimerais ça que ça continue comme c'est là. Parce que j'aime bien ça. Puis j'aime bien gérer mes choses et tout ça. Puis que ça aille tout le temps en grandissant. Fabienne, merci beaucoup pour ton temps. Très apprécié. Non, très apprécié. Et j'espère vraiment que s'il y a des jeunes femmes, des jeunes hommes qui écoutent ce témoignage-là, qui se disent, tu sais, que c'est possible avec du travail. Beaucoup de travail, mais oui, je pense que c'est exactement ça, tu sais, que tu sois noir, colombien, handicapé, que tu sois caucasien aussi, dans la vie, il n'y a rien de tout cul. Tu sais, si tu gagnes trop vite, tu perds vite aussi. Ça vient avec. Fait que je pense que c'est juste d'être persévérant, peu importe le chemin que tu viens. Tu sais, je veux dire, je viens pas de... Ma voie, là, elle n'a pas été tracée facilement. J'ai eu beaucoup d'embûches, ça a été très difficile. Mais quand tu travailles, puis que tu crois en toi et à tes capacités, c'est impossible que ça marche pas. Mais comme j'ai dit tantôt, il faut être patient. Faut être patient, parce que des fois, c'est long à te dire, coudonc, ça part pas, mais un coup que ça part, ça part. Ouais, patient et persévérant. Je pense qu'on peut finir sur ces deux mots-là. Merci beaucoup. Puis les gens peuvent aller te suivre, te chercher. Fabienne Laferrière, vous tapez ça, vous allez tomber sur tout ce qui me concerne. Site Internet, TikTok, Instagram, Facebook. Et Tabou Moderne, c'est? Tabou Moderne, tu peux faire fabiennelaferrière.com aussi ou taboumoderne.com aussi, qui est toujours disponible sur mon site Internet. Bon, ben, sur ce, merci beaucoup. Puis au prochain épisode. Oui, merci beaucoup.